fois que René Lévesque rehaussait la fierté des Québécois et du Québec, et c'était quelque chose qui avait fait pour le long terme. Ça reste une source de l'identité contemporaine du Québec et des Québécois. Ma première rencontre avec René Lévesque, ça s'est passé dans un contexte vraiment très joyeux. C'était à la fin des années 60. Le Parti québécois venait d'être fondé et moi, j'étais encore humoriste. Et nous jouions aux Patriotes, rue Sainte-Catherine. Et qu'est-ce que j'apprends? Et que René Lévesque était dans la salle avec un petit comité et était venu voir notre spectacle. Et après le spectacle, il est venu en coulisses, il est venu nous serrer la main, tous les quatre. On a discuté, on a fait des blagues et tout ça. Ça a été extrêmement sympathique. En coulisses, il nous relançait avec des blagues et tout ça. Alors, ça a été ma première rencontre avec lui et elle était fort heureuse. L'homme le plus persuasif de l'histoire politique du Québec, c'est René Lévesque. Vulgarisateur hors pair, parfait bilingue, il avait tout pour transmettre une espèce d'apaisement. Arrêtez d'avoir peur, votre pire adversaire, c'est encore la peur. Et malgré tout ça, on a préféré la peur par la manipulation machiavélique de Trudeau.
Lévesque était peut-être plus à l'aise, en effet, devant 3000 personnes, parce que c'était un orateur, c'est-à-dire exceptionnel, qui faisait des détours, puis tu te disais, mais il ne se retrouvera jamais dans sa pensée tortueuse. Mais non, tout s'éclairait à un moment donné, puis tout se terminait en apothéose. C'était un grand tribun, finalement. Puis c'est vrai que dans un rapport personnel, c'était pas ce qu'il y avait de plus facile pour lui, les rapports personnels, les rapports interpersonnels. C'était mon frère, bien sûr. Un frère très gentil puis très agaçant. Agaçant comment? Ah, taquin? Taquin, puis des fois, là, je sais pas, moi, des fois, je suis vraiment choquée contre lui, hein. On était trois garçons puis une fille. Moi, j'étais la dernière. Est-ce que René était le plus taquin des trois? Oh, je pense que oui. Oui. Ah oui, oui. Quand il était à Gaspé, il m'écrivait à moi. Il m'écrivait toujours pour demander un tas de choses, il passait par moi. Et puis, il m'écrivait des lettres tellement drôles. Il rentre dans la maison habillé en soldat américain. Ouais. Il vous écrit, donc on a cette correspondance-là, il continue de vous écrire. Ah oui. Bonjour. Quel privilège, hein? Quel privilège d'être assis autour d'une table avec la sœur de René Lévesque, puis de jaser de son frère avec sa nièce et son neveu, France et Guy aussi. Donc, merci de nous avoir ouvert votre porte, Alice, Guy et France. Ça a été le début d'une belle aventure, évidemment, qui nous a permis d'aller à la rencontre de cet homme, de tenter de démystifier un peu cet homme, de l'apprivoiser. On a comme ça 50 témoignages qu'on a fait autour de table, mais évidemment en temps de COVID aussi, autour de certains Zooms qui se sont un peu allongés selon les périodes qui avaient été prévues. Alors, c'est autour de rires, de pleurs qu'on a découvert cet homme-là. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. On aurait aimé beaucoup vous toucher, vous voir, comme ça a été le cas dans le cadre du lancement de Robert Bourassa et nous, parce que ça aurait permis d'aller chercher encore plus de matière, parce que vous nous auriez raconté vos anecdotes, on aurait pu se parler comme ça autour d'un verre, ça aurait été très sympathique, mais quand même, vous êtes là, puis on va pouvoir parler de M. Lévesque, parler de cette expérience extraordinaire qu'on a eue, Pierre Gins et moi, d'aller à la rencontre de cet homme-là, de cet homme qui est plus grand que nature, qui est maintenant devenu un symbole pour le Québec.
Je veux tout d'abord remercier les Éditions de l'Homme qui nous ont donné carte blanche pour faire ce lancement-là. On s'est donné un objectif un peu fou de faire ça le plus interactif possible, de rendre ça le plus près possible de ce que ça aurait pu être avec vous. Alors, j'espère que vous allez apprécier. J'ai déjà salué Alice Lévesque, évidemment son neveu et sa nièce, France et Guillaume, mais je veux aussi saluer Claude Lévesque qui est avec nous aussi ce soir. Saluer, parce qu'on a la chance d'avoir deux premiers ministres Johnson, saluer donc Daniel Johnson qui est aussi avec nous et Pierre-Marc Johnson qui sera avec nous un peu plus tard pour échanger autour d'un panel avec Martine Tremblay, Louise Arel et mon co-auteur. Il y a aussi plusieurs élus de différents partis politiques qui sont avec nous ce soir. Je veux les remercier d'être là. C'est, je pense, la preuve que M. Lévesque est un rassembleur parce qu'il y a des gens de toutes les allégeances et c'est ça qui est beau à voir, c'est que quand vient le temps de célébrer un de nos grands, on est là puis on serre les coudes. Et aussi, saluer tous ceux et celles qui nous ont ouvert leur cœur, qui nous ont ouvert leur maison, qui nous ont donné du temps, les 50 témoins de René Lévesque et nous. Et je pense qu'on est en train de créer une communauté parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui avaient contribué à Robert Bourassa et nous qui sont avec nous ce soir. Alors maintenant, je vais interpeller mon co-auteur, Pierre James, qui ne doit pas être loin, que la technologie va me permettre d'aller rejoindre. Bonjour, Pierre. Oui, alors un peu de papillon ce soir? Ben oui, parce qu'on a rêvé à ce livre-là. Et là, il y a déjà nos 50 témoins qui l'ont en main, des Québécois qui l'ont probablement aussi en main depuis ce matin puisqu'il est disponible en ligne et en librairie. Donc oui, des papillons, bien sûr. Heureux d'accueillir on va trinquer virtuellement avec beaucoup de gens qui ont accepté notre invitation pour ce soir. Exactement. Puis ce serait intéressant peut-être d'expliquer aux gens quelle grille on avait parce qu'on a 50 témoins, mais on aurait pu en avoir 100, on aurait pu en avoir 150, mais il a fallu faire des choix. Alors peut-être expliquer aux gens comment on a fait ces choix-là. Bien, 50, effectivement, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas beaucoup. On voulait avoir des gens de la famille libérale de M. Lévesque, donc du début de sa carrière. On a par exemple M. Blank qui est avec nous ce soir, qui a été élu en 1960 dans l'équipe du tonnerre de Jean Lesage avec M. Lévesque. Ils étaient voisins de circonscription. Donc, on est parti de là. Après, évidemment, l'étape de la famille dont tu as parlé. Donc, il y a des gens de la famille libérale de cette époque-là, des gens qui étaient avec M. Lévesque à la fondation du mouvement Souveraineté Association, la fondation du Parti québécois. Et tout ça nous mène au 15 novembre 1976 avec des tiraillements très importants. On se disait aujourd'hui, c'est finalement Robert Bourassa, sans le savoir, en déclenchant de façon précipitée les élections de 1976, qui a fait en sorte que les péquistes se sont serrés les coudes plutôt que de peut-être faire éclater le parti, ce qui aurait pu arriver. C'est bien raconté par plusieurs personnes dans le livre. Et là, il y a toute l'étape premier mandat, référendum, deuxième mandat, jusqu'à la période bien difficile d'un point de vue santé du côté de M. Lévesque. Alors, tout ça est couvert avec des grandes joies, des blessures. On a rencontré des gens qui ont témoigné à cœur ouvert devant nous et ça se sent très bien. C'est dans le livre. Ces gens-là ont été bien gentils. On les remercie encore d'être avec nous. Et il y en a 50, tu l'as dit, 50 personnes qui sont attachantes, avec qui on a vécu chacun un moment magique, je dirais. Hein? C'était vraiment spécial. Mais est-ce qu'il y a des coups de cœur, là, des choses particulières qu'on va découvrir dans le livre que tu as envie de nous partager? Oui, je pense entre autres à Michel Carpentier, qui ne peut plus malheureusement s'exprimer par la parole, mais parce que c'est un homme généreux, ce qu'on a découvert. Grâce à la complicité de sa conjointe Suzanne Chassé et du grand ami de Michel, André Larocque, on était capable, avec des écrits de M. Carpentier, de découper ça, de rajouter des questions et de constituer un véritable chapitre de la même qualité des autres avec Michel Carpentier. Alors, moi, je veux saluer Michel, Suzanne et André Larocque. André Larocque aussi, qui en soi a un chapitre. Un entremetteur. Oui, tout à fait. Donc, extraordinaire. merci à vous.
Ben, c'est vraiment ça, hein, l'expérience qu'on a vécue. Et donc, je vais partager un peu avec les gens qui sont avec nous, avec nos invités, parce que normalement, ce serait ça, hein, ce serait nos invités, avec nos invités, le déroulement de notre événement. Donc, vous avez vu, hein, il y a des petits segments vidéo et ça, c'est vraiment la création de Claude et Pierre qui se sont mis ensemble. Puis la musique de ton fils, Pierre, quand même. Oui. Hein? C'est assez exceptionnel. Donc, on va avoir ça. Ça va venir parsemer le moment qu'on va passer ensemble, un peu plus d'1 heure. Là. Soyez sans crainte, on ne vous tiendra pas jusqu'à 10 heures ce soir. Là. Ça va finir autour de 6h30, 6h35, 6h peut-être 45. Là. On va se donner un petit peu de marche parce que, justement, on veut que ce lancement-là soit le plus interactif possible. Et comme si vous étiez là un peu, et c'est pourquoi il y a toute la section qui est, où vous voyez en bas de votre application, de votre application Zoom Q&R, bien, écrivez-nous vos questions et on va pouvoir comme ça aller échanger avec le panel et être capable de rendre ça encore plus interactif possible. Et à la fin, donc vers les derniers 10-15 minutes de l'événement, on va aussi vous demander de lever la main puis de venir nous livrer votre René Lévesque. Fait que comme ça, je pense qu'on va avoir on va avoir recréé le mieux possible ce moment qu'on aurait pu avoir quand on était ensemble. Donc, des petits moments comme ça parsemés de courtes vidéos et 3 segments avec notre panel, René Lévesque et l'homme, René Lévesque, chef de gouvernement, et René Lévesque, et le peuple québécois. Donc, comme ça, on va pouvoir échanger et être capable d'aller chercher certaines facettes. On ne va pas vous livrer tous les secrets du livre, là, quand même, mais quand même, on va pouvoir aller chercher certaines facettes. Mais tout d'abord, un mot de quelqu'un sans qui cet événement-là n'aurait pas été possible. En fait, 2 personnes sans qui ça n'aurait pas été possible, et c'est Pierre-Carl Péladeau et notre éditrice, Mme Landry. Alors, on les écoute. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à ce lancement virtuel. Nous aurions souhaité, évidemment, compte tenu aussi de la chaleur que dégageait M. Lévesque, être tous réunis pour justement partager, mais bon, nous allons quand même tenter de partager, et puis c'est un honneur pour moi, un privilège, d'une part de saluer le travail de Marie Grégoire et de Pierre Gens pour cet ouvrage, et deuxièmement, un honneur, en même temps aussi une inquiétude que de partager ses sentiments à l'égard de ce grand personnage, plus grand que nature, M. Lévesque. J'ai eu l'occasion, oui, de le rencontrer. J'ai eu l'occasion, c'était d'ailleurs un grand moment de réjouissance parce que c'était en 1985. C'était au moment donc de l'inauguration du nouvel édifice à l'époque du Journal de Montréal qui est situé au bout de l'avenue Mont-Royal. C'était vers la fin de sa carrière politique, mais qu'il avait effectivement accompli avec un gigantisme, si je peux dire, parce que 25 ans, peut-être même davantage en politique et d'énormes réalisations. On ne peut faire l'économie de ce geste qui nous a projeté dans une fierté, la nationalisation des compagnies d'électricité, de la création, ou je dirais l'élargissement d'Hydro-Québec, et ce qui est aujourd'hui aussi une source d'enrichissement collectif. C'était lui, ça, René Lévesque, un homme dont la vocation était d'enrichir ses compatriotes, les Québécois et les Québécoises. Et si aujourd'hui nous sommes engagés dans une économie différente de celle qui nous entoure en Amérique du Nord, mais il en est un des grands responsables. Et cet engagement dans l'économie s'accompagne de la fierté aussi, de cette volonté de se réaliser à l'intérieur de la prise en charge de nos entreprises, que ce soit évidemment des entreprises publiques, mais également aussi des entreprises privées, dont Québecor est un des bons exemples, une des belles illustrations. Illustrations d'ailleurs qui a été
utile d'une certaine façon à M. Lévesque, puisque nous savons tous qu'il avait accepté l'invitation de devenir chroniqueur entre 1970 et 1974 pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec, qui lui a permis certainement de garder la main, parce que lorsque vous êtes chroniqueur, évidemment, vous avez une tribune, mais vous avez la responsabilité de la tribune, c'est de faire en sorte d'intéresser vos lecteurs et vos lectrices, et chose certaine en ce qui concernait M. Lévesque et cette volonté, parce que, oui, je dirais que le discours politique à l'époque était probablement moins politiquement correct qu'il ne l'est aujourd'hui. On a tous entendu des brides de ce que les discours nous procuraient. C'était pas nécessairement toujours très diplomatique, mais bon, il en est ainsi. Mais chose certaine, les combats qui ont été les siens ont permis, je dirais, aux Québécois et aux Québécoises, donc de s'affirmer encore davantage, de se prendre en main. Je comprends qu'il y a eu des maîtres chez nous, mais chez lui, il y avait les gestes et les actions qui transcendaient le langage et qui se sont effectivement réalisés dans des créations importantes dont les Québécois et les Québécoises encore aujourd'hui jouissent. Alors, cet ouvrage de Marie et de Pierre est encore une fois un rendez-vous qui nous est donné avec l'histoire, un rendez-vous qui nous est donné avec ce grand personnage que constitue pour l'histoire du Québec M. Lévesque. Alors, merci Marie, merci Pierre, merci de participer encore une fois à l'édification de cette mémoire collective. Merci. Jeune enfant dans les années 70, j'ai d'abord connu René Lévesque par le biais des adultes et de la télévision. À mon souvenir, c'est vraiment le véritable nom de politicien que j'ai appris à connaître. Et lorsqu'on demandait à la jeune Judith de l'époque, qui avait 5 ou 6 ans, qui était le premier ministre, je répondais sans hésiter René Lévesque. Certains adultes me reprenaient en me disant que j'avais commis une erreur et me donnaient le nom de Pierre Elliott Trudeau. J'ai alors rapidement compris toute la complexité du système politique canadien et également ses subtilités. J'ai eu la chance, l'immense chance de rencontrer René Lévesque. Mon père, alors policier dans la Sûreté du Québec dans les années 80, fut transféré à la division la protection des personnalités et a été muté dans l'équipe des gardes du corps de René Lévesque. Je me suis d'ores et déjà rapidement intéressée à la politique. Bien sûr, d'abord pour suivre les allers-retours de mon père, mais j'ai rapidement également développé une véritable fascination pour la politique. Puisqu'à la maison, on avait la chance d'être abonné à tous les journaux et ma routine matinale consistait à lire tous les grands éditorialistes de l'époque accompagnés d'un bon bol de céréales. Avec le recul, je peux certainement affirmer que j'ai été touchée, un peu comme tout le monde, par le charisme de René Lévesque. Mais si je me suis intéressée si jeune à la politique québécoise, c'est surtout que je comprenais ses discours. Ses discours étaient compréhensible par les 7 à 77 ans et j'avais la nette impression, peut-être un peu égocentrique, qui s'adressait à la jeune fille de l'époque que j'étais alors, qui me faisait briller un avenir plein d'espoir, un avenir lumineux et me rendait fière d'être une jeune fille québécoise. J'ai aussi eu l'immense chance de rencontrer René Lévesque, l'homme de famille. En 1985, dans le contexte de ses vacances annuelles à Cape Cod, René a demandé à Victor, mon père, de l'accompagner pendant ses vacances annuelles. Il y avait une condition, par contre.
il devait cette fois-ci être accompagné de sa famille. Ma mère, alors un peu hésitante, a néanmoins accepté l'invitation. Et c'est ainsi qu'on s'est tous retrouvés à passer une semaine de vacances familiales en compagnie de René et Corinne. Malgré le fait que René Lévesque est un grand fumeur, c'était aussi un bon sportif. Et donc, il a passé de longues heures à nager et à se baigner avec mes 2 jeunes frères. Et si ma mémoire est bonne, il a même pris le temps de montrer à nager à mon frère cadet Guillaume. Moi, l'aîné, j'avais plutôt la tête plongée dans les livres et j'étais très peu intéressée à me baigner dans l'eau froide de l'Atlantique. Par contre, René, entre 2 séances de baignade, me disait « Hey, l'ado, viens faire un Scrabble. » Et c'est là que j'ai compris qu'il existait bien pire mauvais perdant que moi. En terminant, je tiens à souligner le travail remarquable de Marie Grégoire et de Pierre Gens, qui ont su, avec beaucoup de persévérance et de doigté, revisiter l'héritage de René Lévesque. Malgré les dizaines de livres qui lui ont déjà été consacrés, publier ce livre n'était pas pour nous un simple beau risque. C'était une évidence que Pierre et Marie allaient nous présenter un ouvrage inédit, original, et qui allait encore une fois lever le voile sur des faits méconnus de ce grand homme qui aura profondément marqué notre histoire et nos vies. Je vous souhaite une très belle lecture. La nuit des longs couteaux, moi je trouve que c'est une expression fallacieuse. C'est une propagande péquiste qui est perpétuée pour essayer de faire croire aux gens qu'on a trahi les Québécois dans la nuit. C'est pas le cas. Et ça fait réagir, hein? Mais je veux remercier Pierre-Carl Péladeau, bien sûr. Merci pour cette confiance. Merci à Judith Landry, la directrice générale du groupe L'Homme, des éditions de L'Homme, parce que non seulement elle nous a, comme éditrice, fait confiance, mais elle nous a aussi ouvert la porte de son papa qui a témoigné et qui nous a apporté une autre couleur complètement différente de René Lévesque. Et merci à Christian Jeté, qui est président des éditions secteur Livre québécois et toute l'équipe des éditions de L'Homme. Vous êtes magiques parce que vous nous permettez de réaliser nos rêves, même les plus fous. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez aller dans la section questions-réponses parce qu'on veut ça interactif. D'ailleurs, Ronald Poupard nous raconte une anecdote de jeunes libéraux parce qu'il faut rappeler que M. Lévesque était au Parti libéral et que les jeunes avaient voulu nationaliser Bell Canada, mais pas M. Lévesque. Alors, il s'était présenté et s'était assuré que sa voix fasse bien les choses et fasse passer sa proposition à lui. Alors, merci beaucoup, Ronald Poupard, pour ce témoignage-là. Puis c'est ça, hein, René Lévesque et nous, c'est comme la capacité d'ouvrir la parole. Alors, on ouvre cette question, cette section plutôt questions-réponses pour que vous puissiez partager avec nous. Alors, on plonge maintenant avec notre panel généreux, panel qui a accepté de venir passer ce moment-là avec nous. Il y a Martine Tremblay, évidemment, qui est celle qui a écrit « Derrière des portes closes ». On avait l'impression, quand on est allé de son côté, qu'elle nous dirait « ben voyons, j'ai tout écrit ». Non, elle a eu cette générosité de nous livrer encore un peu plus de son René Lévesque. Elle a été donc sa chef de cabinet. Elle a été, donc, je vous l'ai dit, auteure et elle est aujourd'hui conseillère spéciale chez Tact Intelligence Conseil. Merci beaucoup, Martine Tremblay, d'être là ce soir. C'est un grand plaisir, Marie. On a Louise Arel, et Louise Arel était une militante avant tout, une fille qui a parfois tenu tête à René Lévesque, ce qui n'était pas rien, et c'était vraiment extraordinaire de pouvoir échanger avec elle. Elle a été
au cabinet, ce qu'on me dit, et dans le cabinet de M. Lévesque. Donc, elle a occupé tous les postes, finalement, de militante à staff politique, hein, pour certains qui comprennent, qui utilisent ce langage-là, en plus d'être ministre. Mais elle est, pour moi, ma présidente de l'Assemblée nationale. Louise Arel, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Et, évidemment, le premier ministre Pierre-Marc Johnson, qui a occupé plusieurs postes dans le cabinet de M. Lévesque, qui est donc un ancien premier ministre. Il lui a succédé et est aujourd'hui avocat conseil chez Laverie. Merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes, et évidemment, Pierre, mon co-auteur, qui va représenter les 47 autres voix, qui va s'assurer qu'on n'oublie rien dans les différents échanges qu'on aura. C'est un gros mandat, Pierre, mais quand même. Mais s'assurer que donc les petites perles sont là, qu'on soit capable de faire ressortir les éléments forts de ce qu'était Monsieur Lévesque. Donc, je te donnerai la parole, comme ça tu pourras venir compléter la pensée de nos invités. Ça te va, ça? Ah oui. Parfaitement. Alors, on va commencer avec la première question qu'on a posée à nos 50 témoins. Et c'est, quelle a été la première rencontre significative que vous avez eue avec René Lévesque? Et on va commencer avec vous, M. Johnson. Votre première rencontre avec René Lévesque, c'était comment? C'était à la permanence du Parti québécois. M. Lévesque m'a été présenté par Raymond Bachand, qui travaillait à l'époque à une campagne de financement. On est quelque part, je ne sais pas, au début des années 70, là. Probablement avant l'élection de 73, sûrement avant celle de 76. Et je passe à son bureau avec Michel Carpentier, qui était à l'époque un peu comme le secrétaire général du parti et qui était un conseiller très, très près de M. Lévesque. Il me pose quelques questions. Ça n'a pas duré très longtemps. Il m'a posé quelques questions, m'a demandé ce que je faisais, ce que j'avais l'intention de faire, des questions extrêmement générales. Ce qui m'a frappé, moi, c'est, bon, je savais qui était René Lévesque, comme tout le monde, qui regardait un peu la télé à l'époque, au moins, qui lisait. Je connaissais son cheminement aussi politique. Et il m'est apparu comme un homme avec une énergie presque de nervosité physique, comme s'il était habité par quelque chose. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens comme ça dans ma vie, mais lui, il l'était, et je l'ai connu comme ça toute sa vie, jusqu'à la fin. Et c'est un souvenir intéressant. Puis ensuite, on s'est revus 2 ou 3 fois avant l'élection de 1976, au moment où il m'avait approché pour me demander si... enfin, il m'avait fait approcher parce qu'il était très prudent. Oui, il savait comment fonctionner. Hein? C'était pas un homme qui se faisait dire non facilement. Exact. Alors, il m'avait fait approcher pour tester si j'avais de l'intérêt à me présenter comme candidat du PQ. Et ça, c'était à la fin de 1975. Et on s'attendait à ce que l'élection ait lieu en 77, peut-être même en 78. Et puis, elle a eu lieu en 76. Exact. Quant à moi, écourter une de mes carrières. Ah oui, celle de médecin, hein, c'est ça? Voilà. Exactement, parce que ça vous allez prendre un autre chemin par la suite. Je voyais Martine réagir avec quand on parlait de l'énergie. Est-ce que vous avez senti cette énergie-là la première fois que vous avez rencontré ou que René Lévesque a pu se souvenir de votre nom dans une rencontre? Moi, c'est moi, c'est. Oui, moi. Oui, Martine. Oui, ben, c'est-à-dire que, oui, cette énergie-là, moi, je pense que tout de suite, ce qu'on ressentait, quand on le rencontrait pour la première fois, puis c'est vrai, ça a toujours été vrai, c'est qu'il y avait, c'est quelqu'un qui était toujours en mouvement, qui avait une énergie absolument incroyable. Je dirais, moi, le mot qui me revient le plus souvent à l'esprit, c'est le mot intensité. C'était quelqu'un de très, très intense dans sa façon de parler quand il s'adressait à vous. Intense même quand il écoutait. Il était tellement intense dans sa façon d'écouter les gens que j'ai vu des gens figés complètement quand ils avaient quelque chose à lui expliquer parce qu'ils sentaient ce regard d'une intensité incroyable posée sur eux. Et donc, ça pouvait être même très intimidant. Alors, on s'ennuyait jamais, bien évidemment, mais
ce niveau d'intensité, j'ai rarement vu ça chez d'autres personnes après. Ah, c'est intéressant. Louise Arel, est-ce que vous, il vous a intimidé parce que vous étiez capable d'y tenir tête? C'est ce qu'on dit, à tout le moins. Écoutez, moi, la première fois, ça s'est passé au mois d'août 70, donc ça fait plus de 50 ans déjà. Là. Et j'avais été recommandée pour un poste à la permanence pour préparer le congrès. En fait, c'était un poste au contenu au programme. Le congrès devait avoir lieu en octobre, hein, pendant la crise d'octobre, a été reporté en février. Et donc, j'avais été recommandée par Jean Doré, qui était son attaché de presse. J'ai rencontré Michel Carpentier. Et puis là, j'ai été testée par M. Parizeau, qui m'avait demandé un texte dans un délai très, très court, là. Et j'ai toujours souvenir de M. Lévesque en deux portes qui, avec un petit sourire narquois, me dit bon, ben vous êtes engagé. En deux portes. En deux portes. Et puis, j'étais tout de suite assignée la fin de semaine suivante avec un chauffeur bénévole pour l'accompagner en 70 à une assemblée publique à Rivière-du-Loup. Et c'est en fait ainsi de suite que cela s'est poursuivi durant toutes ces années. Mais c'est intéressant, Pierre, parce qu'on parle de entre deux portes. C'est quelque chose qui nous a souvent été raconté, ça, hein? L'idée que M. Lévesque dise quelque chose entre deux portes, puis même des choses très importantes comme des choix pour le Conseil des ministres, ça se passait entre deux portes. Bien, entre autres, oui. Claude Morin nous a raconté que c'était à la permanence du Parti québécois, quelques jours après l'élection. Il est là, il croise M. Lévesque, et M. Lévesque lui dit quelque chose comme vous, j'imagine que les affaires intergouvernementales, ça vous intéresserait. Alors là, M. Morin voulait répondre pas seulement oui, mais tout un contexte et tout ça. Puis il a dit, ben là, si vous voulez, c'est correct, j'ai des cas pas mal plus compliqués à régler que celui-là, puis il a viré talon qui est parti. Oui, c'est exactement ça. Hein? Donc, quelqu'un qui était à la fois intense, énergique, expéditif, mais Martine Tremblay, très attachant. Vous avez passé une longue période de votre vie professionnelle avec lui parce qu'il y avait quelque chose qui était plus grand que tout, là. Oui, ben je dis qu'il était attachant parce que souvent, je me suis fait demander, bon, est-ce que c'était quelqu'un de chaleureux, de facile à côtoyer, de sympathique, et puis il n'était pas si facile à côtoyer que ça. D'abord parce que tout allait très vite, parce qu'il réagissait beaucoup, justement, avec une ironie mordante. D'ailleurs, souvent, c'était sa manière de démontrer qu'il s'intéressait à quelqu'un, c'était d'être ironique, même des fois un peu cinglant. Alors, il fallait s'habituer à cette façon-là qu'il avait de se comporter. Il avait de la misère à faire des compliments. Il était souvent plus chaleureux, plus expressif par écrit qu'il l'était en parole. Je parle au quotidien, bien entendu. Mais il était attachant parce qu'on apprenait vite à voir la sensibilité qu'il avait. C'était un politicien très différent de ceux qu'on a pu voir par la suite, qu'on avait vu avant, j'imagine. Mais dans son contact avec les gens, quand on voyait sa façon de rencontrer les gens, la manière dont il allait à la rencontre des gens, c'était vraiment quelque chose de très, très inspirant. Puis autant ceux et celles qui l'accompagnaient, qui le côtoyaient au quotidien, qui le voyaient, avait à composer avec son tempérament vif, un peu bourru quelquefois. Quand on le voyait, quand il rencontrait des citoyens, moi j'ai fait beaucoup de tournées avec lui, surtout en 1976, et donc quand on le voyait à la rencontre des citoyens, écouter, s'intéresser vraiment à eux, vouloir apprendre et puis échanger avec eux sur un mode très, 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 quelquefois chaleureux, ben, c'est vrai que ça le rendait attachant. Donc, c'était un personnage attachant, mais évidemment, il fallait apprendre à le connaître et apprendre à aller au-delà de l'immédiateté. Ben, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce qu'on nous a dit beaucoup, c'est qu'il était très près, puis on l'a vu dans les extraits tantôt, hein, il était très près des gens, très près des citoyens, mais Pierre-Marc Johnson, Martine, il faisait référence, pas complimenteux plus qu'il faut, là. Donc, quand on était dans son cabinet et qu'on faisait un bon coup, il ne fallait pas s'attendre à une tape dans le dos, là. Non, il n'y avait pas de... C'était pas un homme qui distribuait les remerciements facilement.
On peut le dire comme ça. Moi, j'ai un souvenir très précis d'une fois où il m'a dit merci. C'était à l'occasion... Un souvenir. Une fois. Là, on le sentait autrement, si on veut, mais ce n'était pas un homme qui exprimait de façon individuelle des sentiments, disons, qui sont ceux de la convivialité avec les gens. Autant il pouvait le faire s'il y avait un groupe, il rencontrait un groupe de travailleurs, il était avec eux, vraiment. Oui, c'est ça. Mais dans une relation un à un, avec ses ministres, par exemple, c'était un peu plus, disons, un peu plus froid. Alors, le remerciement dont je me souviens, ça se passe à Saint-Jean. C'est en 1973. Jérôme Proulx va être candidat du Parti québécois, ancien député de l'Union nationale. Jérôme est un vieux copain. Et on m'invite à aller faire un discours à l'appui de Jérôme Proulx. J'arrive là, puis tout le monde est là. Lévesque, Burns, Marois, Landry, plus une horde de journalistes. J'ai bien compris que ce jour-là, je m'en allais pas juste faire un discours pour appuyer mon ami Jérôme, mais que je m'en allais être un exemple des unionistes qui sont prêts à passer au PQ. Un geste significatif. Et que le marketing avait été très bien fait avant. Alors, et puis il m'a dit merci après mon discours. Quand même. Quand même. Louise Arel, vous êtes reconnue plus comme celle qui lui a tenu tête. Vous avez, entre autres, été des architectes de la syndicalisation des employés du Parti québécois. Et ça, c'était pas nécessairement quelque chose qui lui plaisait. Peut-être que vous me direz le contraire, mais il me semble que ça lui, si ma mémoire me sert bien, c'était pas quelque chose qui lui plaisait particulièrement. Est-ce qu'il était plus dur avec vous pour ça, ou est-ce que le contact était tout aussi bon, même si vous en voulez pour des choses ou des batailles que vous pouviez mener? Alors, Marie, écoutez, ça lui déplaisait souverainement. J'aimerais souverainement. En fait, tout le comité de négociation a été mis à pied. Alors, ça vous donne une idée. Ouch. Ça pouvait lui déplaire. Hein? Par ailleurs, quand je suis devenue présidente de Montréal-Centre, parce qu'il faut voir que le Parti québécois, dès le départ, ça a été une coalition. Il y avait le RIN, le RN, une partie de l'Union nationale, le MSA, j'en oublie. C'est un peu comme si on était dans un même parti avec Québec solidaire, la CAQ, puis le PQ. Hein? Tout le monde. Alors, tout le monde. Alors, des hommes et des femmes de tous les horizons. Et donc, pendant les années où j'étais présidente de Montréal-Centre, on avait des congrès à tous les ans. Ils venaient à tous les ans. Puis ils me disaient à chaque fois, c'est encore vous cette année, mais jamais il a essayé de me faire battre. La seule fois où il a préféré un autre candidat que moi, c'était à la vice-présidence nationale du parti. Là, il était président. Et à ce moment-là, le congrès m'a élu avec 2/3 des voix en 1979. Alors, disons que c'était un homme qui était quand même, extrêmement attachant, et on ne pouvait pas avoir autre chose que de l'admiration pour lui, parce qu'il parlait, c'est assez rare, mais avec la tête et le cœur. C'était comme une combinaison. Et puis, moi, j'ai lu tout le livre, hein, Marie, j'ai adoré le livre, j'ai vraiment beaucoup... C'est tellement gentil. Aimé. Et je me rends compte qu'il y a un fil conducteur dans tout ça, c'est son intégrité. Oui. Cette intégrité-là, vraiment, allait nous chercher parce que finalement, quand on était ou pas d'accord avec lui, on le respectait et on l'admirait. Exactement. Ben, Pierre, je pense que ça fait quand même un peu le tour, mais il y a des gens qui trouvaient la relation plus facile que d'autres. On parlait de dire merci. Je pense entre autres à M. Landry. Lui, il trouvait qu'il était très reconnaissant. Oui, bien, comme le disait tantôt M. Johnson, il fallait pas espérer des tapes dans le dos, des remerciements, mais Victor Landry, qui était son garde du corps pendant 2 ans, nous raconte que dans le livre que il était très attentionné envers lui. Chaque ministre a un garde du corps par voiture, mais les premiers ministres 2, puis en plus de la deuxième voiture qui suit. Alors, il y avait Monsieur Landry faisait souvent équipe avec Jean-Guy Guérin. Alors, les deux dans la même voiture. M. Lévesque pouvait, par exemple, rentrer dans sa bulle, lire des documents, et puis là, il fermait tout ça, puis il disait, bon, on passe à autre chose. Et puis,
M. Guérin, comment ça va votre jardin? Et puis, M. Landry, vous, votre fille, elle aime toujours lire. J'ai un livre pour elle. Et il finissait sa journée en disant, bon, ben, ça s'est bien passé, vous venez demain matin à 7 heures. Parfait, merci. M. Landry nous dit qu'il quittait jamais la voiture sans lui dire merci. Et aussi, on nous a raconté que quand il arrivait en retard à une réunion, c'est parce il traînait dans un restaurant à discuter avec des serveuses ou un chauffeur de taxi. On disait tantôt, quand il visitait des groupes de travailleurs, il pouvait s'éterniser, puis il fallait le tirer par la manche pour dire, Monsieur le Premier ministre ou Monsieur le chef du parti, on a une autre réunion à faire. Mais ça, les contacts avec des gens simples dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'il adorait le plus. Ben, c'est un homme, je pense, c'est ça, attachant, complexe, énergique. Mais on va en apprendre plus après ce petit bout de vidéo qu'on va avoir ensemble parce qu'on va parler de René Lévesque, Premier ministre. C'est intéressant parce que j'avais une autre question prévue, mais parce qu'on veut ça interactif, il y a une question qui vient du public et qui disait, pour les plus jeunes, on connaît surtout René Lévesque, l'homme politique, à travers nos cours d'histoire, mais comment René Lévesque, le journaliste, a influencé sa carrière politique? Alors, comment ça a fait en sorte qu'il soit un premier ministre différent, Martine Tremblay? Ben d'abord parce que plusieurs ont dit qu'il était resté fondamentalement un journaliste dans sa manière de travailler. Alors, une sorte de loner d'abord, qui ne lisait pas des textes écrits par d'autres et des discours écrits par d'autres. Alors, ce qu'il nous demandait, c'était de lui fournir des arguments, des exemples, des idées, mais lui mettait en forme. J'ai déjà dit qu'il avait déjà rédigé un discours inaugural qu'il devait faire à l'Assemblée nationale du premier jusqu'au dernier mot. Et donc, il tenait absolument à mettre les choses dans ses mots. L'autre chose, c'est que c'était quelqu'un, à mon avis, on ne l'a pas suffisamment dit, mais c'était un grand travailleur. C'est quelqu'un qui travaillait tout le temps, qui réfléchissait tout le temps. Il a souvent donné l'impression de quelqu'un de brouillon, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui travaillait très fort. Et moi, qui l'ai préparé pendant plusieurs années à cette fameuse période de questions à l'Assemblée nationale, ce que je peux dire, c'est qu'il n'est jamais arrivé à l'Assemblée nationale sans s'être préparé, mais alors préparé de façon très, très serrée. C'est-à-dire que moi, je lui apportais du matériel. J'étais à peu près la seule personne à pouvoir le voir le midi quand il mangeait à sa table de travail, quand il mangeait ses toasts et puis sa soupe, son verre de lait tout en fumant. Et donc, je lui apportais du matériel et là, il travaillait ses affaires, ce qui fait que c'est quelqu'un qui improvisait très rarement. Tout était préparé, minuté, cadré. Et là aussi, c'est le journaliste. Bon. Et il a gardé aussi de son expérience de journaliste une curiosité incroyable pour tout ce qui était l'actualité internationale. Et ça, il en parlait beaucoup. Il aimait en parler. Il lisait là-dessus et il a, pendant toute sa vie, gardé cette curiosité. C'est pour ça que c'est un peu injuste quelquefois quand on l'accusait de vouloir mettre des clôtures autour du Québec parce que c'était vraiment quelqu'un qui était orienté sur les autres et sur cette réalité hors frontières et internationale. Ça, il est toujours resté très marqué par son expérience là-dessus. Donc, une grande ouverture. Pierre-Marc Johnson, préparer une réforme dans votre ministère et aller présenter ça à M. Lévesque, c'était comment? D'abord, on allait présenter ça à un homme d'une intelligence hors du commun et d'une grande érudition. Lévesque était un homme qui avait lu beaucoup et qui continuait de lire alors qu'il était premier ministre. Comme le dit Martine, c'est un homme ouvert sur le monde.
on oublie parfois qu'il a été correspondant de guerre en Corée dans l'armée américaine. C'est un homme qui était parfaitement bilingue. Donc, il y avait une ouverture sur le monde qui était pas nécessairement, je dirais, la préoccupation centrale des militants du PQ, qui était plutôt centrée à cette époque-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des internationalistes là, au PQ, mais lui, il l'était pour tout le monde. D'une part. Deuxièmement, il déléguait des responsabilités à ses ministres et il s'attendait à ce qu'on réussisse ou on se casse la margoulette. Et si on allait se casser la margoulette, il ne voulait pas qu'on entraîne l'ensemble du gouvernement là-dedans. Mais contrairement à d'autres, moi, j'ai vu des façons de gérer de bien des gens en politique. Une fois qu'il donnait le feu vert à un ministre dans une réforme, il voulait s'assurer que le ministre valide ça avec les collègues, valide ça avec le caucus, valide ça avec les parties prenantes en société, et puis fasse une analyse de risque. Qui est-ce qui va être de mauvaise humeur? Dans la législation du travail, disons qu'en général, ça pouvait mettre du monde de mauvaise humeur. Il y avait deux côtés minimalement, puis les rendre tous heureux, c'était pas évident. Et en général, quand les patrons étaient aussi de mauvaise humeur que les syndicats, c'était un indice que c'était assez bon comme loi. Un peu comme ça qu'il le voyait lui aussi. Pour lui, il fallait qu'il y ait un équilibre. C'est un homme qui recherchait constamment l'équilibre. C'est un homme aussi qui connaissait bien les bureaucraties. Mais en même temps, il appelait ça des fois de l'intendance. OK. Il savait que ça faisait partie de la vie. Ça ne l'intéressait pas d'aller fouiner là-dedans. Il laissait ça au Conseil du Trésor, surtout à M. Parizeau. Mais lui prenait pour acquis qu'on avait une fonction publique solide et qu'une fois qu'elle avait des ordres très clairs, qu'elle l'appliquerait de façon efficace très rapidement. Ça, c'était la partie, je dirais, peut-être moins évidente. Pourquoi? Parce que c'est un homme très intelligent qui prenait pour acquis que tout le monde l'était. Oui, c'était un homme très déterminé qui prenait pour acquis que tout le monde était déterminé. Dans le fond, il projetait chez les autres ses très grandes qualités d'énergie intellectuelle et d'énergie de travail. Et ce n'était pas toujours vrai. Un système, comme le disait un de mes attachés politiques, parfois une grande organisation comme un ministère, c'est comme une boule de gelo. Tu pousses dessus, mais elle ne roulera pas, tu vas rentrer dedans. Une certaine résistance, on peut dire ça comme ça. Oui, une certaine inertie, si on veut. Oui, c'est ça. Et lui ne s'intéressait pas à ces aspects. Il prenait pour acquis que ce qu'il fallait faire serait fait. Ce qui donnait beaucoup de responsabilités à son cabinet, évidemment, et au conseil exécutif, qui se sentait poussé dans le dos par le premier ministre. Dernière chose, c'était un homme d'une très grande attention à son conseil des ministres. Il menait le conseil des ministres en écoutant. Et je reviens sur ce que disait Martine tout à l'heure. Il y avait une telle intensité dans son écoute qu'on comprenait qu'il avait tout compris avant d'ouvrir la bouche. Et ça faisait des conseils des ministres intéressants. Et il savait très bien les tensions qui pouvaient exister entre, disons, l'environnement et l'agriculture. Classique, oui. C'est encore vrai. C'est encore vrai aujourd'hui. Toujours. Ça n'a pas changé, Martine. Hein? Non. Alors, et il renvoyait ça à des comités ministériels. Et puis, il voulait que les ministres règlent ça entre eux. Puis Louis Bernard avait mis sur pied une organisation pour que le premier ministre fasse le moins d'arbitrage possible. Cela dit, il était obligé d'en faire. Et un jour, une anecdote, un jour, un collègue, à l'occasion d'un remaniement ministériel, c'est sa première séance du Conseil des ministres, il y a un débat autour de quelque chose et le premier ministre tranche. Il y avait eu 3 opinions pour, 3 opinions contre. Puis le premier ministre dit, bon, on adopte ça. Alors, le jeune ministre dit, oui, mais on ne vote pas. Alors là, j'ai expliqué au jeune ministre pendant le déjeuner, le midi, j'ai dit, il y en a un seul ici qui vote, là, c'est celui qui fume au bout de la table et qui t'a nommé.
Et c'est ça la réalité de mener un conseil des ministres. Et le défi, c'est toujours que l'interprétation du consensus du conseil des ministres et de la volonté du premier ministre soit maintenue dans un bloc fonctionnel, au moins temporairement. Ben, oui, effectivement. Puis on parle de cette ouverture, de cette écoute. En même temps, on a beaucoup dit, puis je vais aller vers vous, Louise Arel, que René Lévesque, premier ministre, avait pas toujours une relation très facile avec le Parti québécois. C'était difficile. Certains nous ont même dit qu'il était plus à la gouvernance qu'à la gestion, qu'à l'écoute des membres nécessairement. Est-ce que vous l'avez senti comme ça? Écoutez, vous savez, d'abord, M. Lévesque avait beaucoup de charisme. La question que vous posez tantôt, la personne là, qui vous transmettait sa demande, comment est-ce que ça avait influencé le fait d'être journaliste, sa vie en politique? C'est qu'il y avait une relation directe. Il ne voulait pas de médiation, d'institution. Ah. Il n'était pas du tout institutionnel. Donc, à l'époque même, on se disait, M. Lévesque aime les syndiqués, mais pas leurs syndicats, aime les membres, mais pas le parti, aime les femmes, mais pas leur groupe, aime les jeunes, mais pas leur association. Il n'était pas institutionnel. Alors, ceci étant, évidemment, il y avait aussi des convictions extrêmement profondes. Il y en a une que j'ai retrouvée sous la plume de François Gendron dans le livre et qui, en fait, je me rappelais à quel point c'était important pour lui. Il disait « L'immense devoir, et je le cite, là, n'est pas avant tout d'être ministre, mais député. » C'était le point de départ. Ça, c'était vraiment extrêmement important. C'est cette relation qu'il entretenait et en fait, qu'il aimait finalement entretenir directement. J'ai un souvenir pendant que tantôt Pierre-Marc Johnson parlait, on avait organisé une grande rencontre à Montréal avec la Chambre de commerce, le Board of Trade. Et à l'époque, la situation économique était très difficile. Monsieur Lévesque était arrivé et puis il s'en était allé jaser avec les techniciens du son et les techniciens de l'image et tout parce qu'on projetait des vidéos. Et là, il a fallu le ramener pour parler à cette élite économique, là. Et ça, je pense que tout le monde a beaucoup de témoignages à ce sujet-là. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que il a éradiqué toute apparence de xénophobie quelconque dans l'ADN de son parti. Il était très ouvert aux anglophones, aux allophones. On voit tout le monde opine du bonnet, là, tout le monde dit oui, oui, oui. Et ça, c'était vraiment une des dimensions, moi, qui m'a vraiment permis de lui vouer une énorme admiration. Mais c'est fort intéressant. Il y a une question de l'audience qui dit, dans le fond, le Parti québécois, c'est une grande coalition, vous l'avez dit tantôt, c'est une coalition qui était à la fois à droite, à gauche, des pressés, des moins pressés, des souverainistes jusqu'aux boutistes, à des associationnistes, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Martine Tremblay, vous qui l'avez vu dans son quotidien, comment il faisait l'arbitrage de tout ça? Comment il faisait pour équilibrer tout ça et garder tout ce monde-là ensemble? Je dirais qu'il l'équilibrait par sa posture à lui, dans le fond. C'est lui, il savait très bien qu'il était le ciment qui unissait tous ces gens-là. Louise Arel dit oui. Il fuyait les extrêmes. Il a toujours redouté terriblement les virages trop à gauche ou trop à droite. Donc, il se voyait comme celui qui allait équilibrer les choses. Il fuyait aussi toutes les étiquettes. Il aimait pas qu'on l'étiquette, même social-démocrate, même le mot social-démocrate. Moi, je l'ai vu utiliser ce mot-là en Europe ou en France, par exemple, quand il parlait à des journalistes français parce qu'il savait que ça avait une résonance particulière là-bas. Mais même au Québec, il refusait le caractère définitif des étiquettes. Oui. Il y a quelqu'un qui avait dit, qui a écrit, je pense, qu'il était un idéaliste pragmatique. Je pense qu'il se ça, c'est beau. Réformiste. Il était conservateur par certains côtés, puis il était très progressiste sur d'autres plans. Et donc, cet équilibre-là, lui considérait qu'il en était le garant. Et puis, il voyait bien, évidemment, au début du parti, c'est pas pour rien qu'à partir
je dirais, après la première élection du Parti québécois, il s'est mis à tourner à travers le Québec, puis il voulait aller à la rencontre des Québécois de partout au Québec. Il voulait démontréaliser son parti parce qu'il était très conscient que ce parti qui était né beaucoup à Montréal, avec un militantisme qui était plus visible à Montréal, ben, il voulait le démontréaliser, il voulait aller rencontrer les unionistes, il savait qu'il y aurait une échéance, le référendaire à un moment donné, et donc il savait qu'il devait être très rassembleur. Et cette obligation de rassembler le plus grand nombre possible de Québécois lui plaçait cette responsabilité-là sur les épaules. Et donc c'est lui, par sa personne, dans le fond, qui était le meilleur ciment de tous ces gens qui avaient autour de lui et qui représentaient différents courants. Donc, c'est ça, une espèce d'homme arc-en-ciel, hein, Pierre. Je pense qu'on l'a beaucoup senti aussi, cette capacité d'aller à la rencontre des différents intervenants en tissant des liens, finalement. Pierre, oui, c'est ça. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ça. Écoutez, on va aller voir, donc on va aller voir encore d'autres petits courts témoignages avant de parler de René Lévesque et le peuple québécois. Savez-vous quoi? Je pense qu'on va un peu changer les règles du jeu parce que je vois les questions qui sont éminemment intéressantes. Alors, je pense qu'on va aller tout de suite vers les questions du public en se disant que René Lévesque avait une connexion privilégiée avec les Québécois et encore aujourd'hui. Et une des questions qui nous est posée, c'est justement, est-ce qu'avec ce lien-là, René Lévesque a pu accomplir tout ce qu'il souhaitait accomplir en politique? Donc, ça voudrait dire que même s'il n'a pas réalisé le rêve de la souveraineté, Pierre-Marc Johnson, est-ce que vous considérez que M. Lévesque a mis l'empreinte qu'il voulait mettre sur le Québec? Absolument. Il y a plusieurs dimensions à cela. Il y a d'abord et avant tout une vision socio-économique qui était centrale dans la vie de René Lévesque. Et puis, il y a, au-delà de la question de la souveraineté telle qu'elle, la nécessité d'amener, je dirais, une confiance en soi, puis une fierté, puis une conviction qu'on peut aller de l'avant. Ah oui, Pierre, on l'a senti beaucoup. Et ça, c'était central chez lui. Un jour, le juge Sauvé, de regrettée mémoire, qui avait été un grand syndicaliste avant de devenir juge, m'avait dit René Lévesque est un homme politique qui parle aux Québécois comme s'ils étaient des adultes, et il a raison. Et c'était une façon pour Sauvé de dire que la plupart des hommes et des femmes politiques ne parlaient pas aux gens du Québec comme s'ils étaient des adultes.
Et lui, il le faisait. La deuxième dimension, c'est que c'était vrai, ça, jusque dans des phénomènes très, très précis dans le monde syndical, par exemple. Je me souviens, ministre du Travail, en 78, on est quelque part au mois de juin, un peu avant ou un peu après les fêtes de la Saint-Jean. Il y a beaucoup de monde à Québec. Il y a un visiteur européen qui est là, français, je crois un ministre. Et je reçois à mon cabinet le président de la CSN et quelques gens de son exécutif. Et le président de la CSN me dit, c'est Norbert Rodrigue à l'époque, Norbert me dit très poliment, très gentiment, vous savez, vous pensez que vous pouvez, vous, au PQ, transformer la réalité sociale par la législation comme ça, mais cette législation de conditions minimales du travail qui augmente le seuil et qui rehausse tout le seuil pour l'ensemble des travailleurs syndiqués ou pas, ben ça, c'est pas très bon parce que, et vous n'êtes pas vraiment les représentants du peuple ouvrier. J'ai répondu à Norbert très simplement. Vous savez, Norbert, allez dans le Vieux-Québec en ce moment, là, et si vous pensez vraiment que c'est vous, à la CSN, qui êtes les porteurs, allez voir, là, puis allez voir la réaction des gens, allez marcher à côté de René Lévesque pour voir si les gens vont vous dire bonjour. Et c'était ça, je le dis de façon à peine caricaturale, mais il avait un branchement, si on veut, dans la population qui était absolument unique. Et il était à l'aise avec les gens de toutes les acabits. Je dirais, à l'exception peut-être d'une partie des élites économiques avec lesquelles il était moins à l'aise. Pour toutes sortes de raisons, notamment... Martine dit oui aussi. Martine fait signe que oui. Ils les avaient traités peut-être un peu de turban de temps en temps. Je me souviens quand tu as parlé des Rhodésiens de Westmount, ça n'a pas fait beaucoup de plaisir à bien des gens à Westmount qui ne se sentaient pas vraiment rhodésiens. Alors, lui se souvenait de ça et savait que ça le mettait parfois avec les élites économiques en situation difficile. Cependant, je disais que sa vision était une vision à la fois sociale et économique. Tous les efforts de concertation socio-économique qui ont été faits pour sortir le Québec de la crise du début des années 80, on les doit à René Lévesque et à ses ministres qui l'a mobilisé. Et lui croyait beaucoup au mode de type allemand ou autrichien de concertation socio-économique. Et ça a été extraordinaire pour le Québec et on en sent encore les effets aujourd'hui, ne serait-ce que dans le fait qu'il y a plus de richesse maintenant, qu'elle est relativement mieux répartie et finalement que tout le monde sent qu'il peut aspirer à un meilleur être économique dans un contexte où ce n'est pas nécessaire de perdre 2 millions de jours personnes par année dans des grèves et des lockouts et qu'on peut trouver des solutions dans une négociation qui est peut-être plus facile maintenant qu'elle ne l'était à l'époque. Mais effectivement, et dans les autres questions qu'on a, il y a une question, et Martine, ça vous interpelle un peu parce que on a vu dans les différents articles qui ont été écrits autour du lancement du livre que vous avez laissé entendre que M. Lévesque pourrait être branché sur l'électorat de la CAQ. Et je pense qu'il y a une différence entre être caquiste et branché sur l'électorat de la CAQ. Mais certains nous demandent, dans les gens qui participent ce soir, est-ce que M. Lévesque se sentirait encore membre du Parti québécois? Puis quel serait, puis ça, je vais aller vers vous aussi, Mme Harel, son idéal souverainiste? Alors, Martine Tremblay, c'est toujours dur, moi, je trouve, de faire parler les gens qui sont plus là, mais quand même, la question est posée, je trouve ça important de répondre. Il y a beaucoup de questions dans la question. Oui, toujours. D'abord, ce que j'ai dit, c'est que c'est certain qu'il serait, ce que j'avais dit, ce que je vous avais dit quand on s'est parlé, c'est qu'il se sentirait certainement assez proche de la clientèle ou enfin de ceux et de celles qui ont en majorité voté pour la coalition Avenir Québec aux dernières élections. Pourquoi? Pour une raison bien simple, c'est que la coalition Avenir Québec a été élue par des gens qui sont dans toutes les circonscriptions, si vous voulez, ou une grande majorité de circonscriptions francophones des régions du Québec à l'extérieur de Montréal. Et donc, c'est précisément ces gens-là que Lévesque cherchait à rejoindre au début des années 70, et ce sont
ces gens-là qui ont élu le Parti québécois pendant à plusieurs reprises. Et donc, il y a eu un titre de journal qui disait ce qu'il aurait été caquiste. Je pense que c'était un petit peu détourné le sens de la question, mais donc, c'est ça que je voulais dire. Bon. La deuxième partie de la question, c'était, je m'en rappelle plus. Ben, c'était sur son idéal souverainiste. Puis, tu sais, Martine, on peut aller vers toi, mais on ira aussi vers Louise Arel sur son idéal souverainiste, parce que certains disent, bon, il est allé vers le beau risque. Est-ce qu'en 2020, il continuerait d'adhérer au beau risque, ou est-ce que sa vision serait différente des choses? C'est à moi que... Oui, oui, à toi, oui. Après ça, on va aller vers d'abord, entre ce qu'on a appelé le beau risque et maintenant, d'abord, il y a eu un autre référendum en 1995. Pardon, il s'est passé beaucoup de choses. C'est très difficile de savoir exactement où il se situerait maintenant. Ce qui est certain, c'est que déjà en 1985, disons à la fin, quand il a quitté la vie politique, ce qu'il disait, c'est que oui, il faut garder cet idéal. De quelle manière il va se concrétiser, cet idéal, on ne le sait pas. Il faudra voir, autrement dit, comment les gens, les citoyens du Québec vont évoluer. Il faisait appel aux jeunes pour leur dire, bon, ben, avec le bagage que vous avez, votre manière de voir les choses, c'est à vous de prendre la suite, de provoquer la suite des choses. Il gardait l'idéal, mais évidemment, il n'était pas dans le détail de comment ça va se faire. Je pense, il n'était pas conscient d'ailleurs que ce qu'on a appelé encore une fois le beau risque et que la position qu'il avait prise en 1984 conduirait à Meach et à ce qui a suivi. Mais je pense qu'on ne peut pas aller plus loin que ça pour le moment. Mais je pense que, si vous permettez juste une seconde, ce que Martine vient de dire, sans employer le mot, c'est que c'était un homme d'abord et avant tout attaché à la démocratie, avant d'être attaché à une idéologie. Et c'est fondamental. On ne peut pas comprendre René Lévesque et ce qu'il a été. En tout cas, moi, je pense avoir suffisamment côtoyé pour ça, de savoir que fondamentalement, c'était quelqu'un qui était un démocrate. Exactement. Et pour lui, la valeur centrale et le rôle central d'un parti politique au pouvoir, plutôt qu'un parti marginal, c'était de s'assurer de préserver l'ensemble des valeurs démocratiques et l'ensemble des comportements démocratiques. Et en ce sens-là, je comprends très bien ce que Martine dit. Ce qu'il aurait fait aujourd'hui, il aurait regardé l'évolution du Québec. Est-ce qu'il aurait voulu remettre sur le tapis le référendum post-95? J'en ai aucune idée. Mais il aurait d'abord et avant tout pris une mesure de ce qui semblait important pour les citoyens. Louise Arel, un homme en phase avec sa population qui aurait suivi sa population? Oui. Bon, vous savez, il y a un vieil adage qui dit qu'il y a bien pire que de faire parler les morts, c'est de les faire voter. Ah, c'est tellement un bel adage. Il faut toujours se rappeler que les premiers appuis que M. Lévesque a obtenus, c'est au bas de la ville de Montréal. Hein? C'est avec donc les comtés de l'Est de Montréal. Et ce sont des appuis qui sont maintenus. Je regardais encore aujourd'hui, Hochelaga-Maisonneuve était en fait dans la catégorie des comtés de Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le référendum, 65% et plus. Mais ce qu'il aimait, c'était les personnes, en fait, c'était vraiment s'intéresser. Son intérêt, c'était à l'égard des personnes les plus vulnérables. C'est ça. Et c'est intéressant, Louise Arel, juste, je m'excuse de vous couper dans votre élan, mais il y a quelqu'un qui nous demandait comment il gérait la crise de la COVID aujourd'hui. Puis je pense que ça, c'est important, ce que vous venez de dire, parce que je pense que ça aurait fait partie de sa grille. Absolument. C'était vraiment ce souci-là constant qu'il avait à l'égard des personnes plus vulnérables, nonobstant leur institution, etc., etc. Là, j'ai compris en lisant, moi, ce que vous avez fait, vous et Pierre, que finalement, le beau risque, moi, j'ai démissionné comme ministre, mais je suis restée députée. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on était à une voix de majorité. On n'avait que 63 députés sur 125. Et je suis restée comme députée du Parti québécois. Mais je comprends que ce qu'ils cherchaient, peut-être Martine pourra me confirmer ou pas, c'était une réparation sur le rapatriement de la Constitution unilatérale
Martine fait signe que oui. La vie des longs couteaux. Et c'est étrange parce que ça n'est pas expliqué de cette façon-là. Parce que ce qui, finalement, le caractérisait, M. Lévesque, c'est que chaque fois qu'on participait à une assemblée publique, là, pendant toutes ces années, pendant des décennies, on sortait toujours plus intelligent après qu'avant. C'est-à-dire que, finalement, et ça valait, y compris pour la fille de M. Landry qui a témoigné de ça tantôt, ça valait pour tout le monde, ce sentiment-là. Mais en fait, cette recherche d'une réparation là, sur le rapatriement unilatéral de la Constitution, je pense que ce serait toujours, je pense, une préoccupation pour lui d'une part, et l'autre préoccupation, ce serait les Autochtones. Moi, je suis convaincue de ça. Je vous l'ai dit à notre première rencontre il y a déjà 2-3 ans, Marie. Mais les Autochtones, ça a été presque son dernier geste, Martine, n'est-ce pas, avant de quitter? Et c'était un geste extrêmement important pour lui. Et là, je pense qu'il chercherait aussi réparation. Et c'est important parce que dans de parler à la fois des Autochtones, mais aussi de revenir sur les différentes questions qui nous sont posées, parce qu'effectivement, il y a un commentaire qui dit « on ne peut pas le savoir, il n'est pas là ». Et vous avez bien, je pense que vous avez bien fait de le dire, Madame Harel, on ne peut pas le faire parler, mais c'est, moi je pense, le témoignage du fait qu'on aimerait avoir ces lumières. On aimerait, tu sais, toutes les questions qui viennent, qui ressemblent à qu'est-ce qu'il nous dirait pour ça, qu'est-ce qu'il nous dirait sur tel sujet, comment il serait avec telle loi, avec la loi 21 tantôt, on avait la loi 40, comment il réagirait. C'est parce qu'on aimerait avoir ces lumières, parce que je pense qu'il nous a marqués comme hommes politiques et que les décisions qu'il a prises nous ont menés finalement à un endroit qui est l'endroit qui s'appelle la fierté. Et ça, je pense que ça, c'est indéniable. Peu importe les origines politiques qu'on a, tout le monde reconnaît que M. Lévesque nous a donné cette capacité de lever le menton et de dire qu'au Québec, on est capable. Parce qu'on est déjà rendu presque à la fin. Pierre, si on avait à résumer, parce qu'une des questions qu'on a posées, oui, je sais, c'est une grosse question, mais c'est une des questions qu'on a posées aux gens, l'héritage, qu'est-ce qui reste? Il y a des gens qui nous ont parlé, tu sais, tantôt dans les commentaires de la démocratie, on a parlé de lui comme un bâtisseur. Quels sont les héritages de René Lévesque? Bien, d'un point de vue pratico-pratique, c'est évident que la nationalisation de l'hydroélectricité est majeure. Oui. Au fil du livre, on nous parle, plusieurs témoignages vont dans ce sens-là. Où serait le Québec aujourd'hui, d'un point de vue économique et social, s'il n'avait pas imposé, et s'il ne s'était pas imposé auprès de Jean Lesage, pour imposer la nationalisation de l'hydroélectricité? Ça, c'est un élément. Il y a également, M. Johnson l'a évoqué, tout l'aspect de la démocratie. Il était, dit-on foncièrement, démocrate. André Larocque nous dit, si M. Lévesque avait eu à choisir entre la démocratie et la souveraineté, je suis convaincu qu'il aurait choisi la démocratie. Alors, et également la fierté, et ça, François Legault, qui prend plus tard le relais de René Lévesque, dit comme premier ministre, il nous a laissé la fierté. Il est le seul du livre sur les 50 qui n'a pas rencontré M. Lévesque personnellement, et il dit, en prenant le relais, la fierté, quand il a dit on est quelque chose comme un grand peuple, cette fierté-là, elle est encore là aujourd'hui, et c'est une fierté incarnée par M. Lévesque qui a passé au fil du temps, qui est très pertinente dans notre vie aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre. Mais je vais vous demander rapidement, Pierre-Marc Johnson, Louise Harel, Martine Tremblay, de nous dire justement qu'est-ce que vous retenez rapidement de l'héritage ou de quoi on peut s'inspirer dans le fond, parce qu'on veut se tourner vers l'avenir, on veut regarder, c'est ça, hein, les questions qui nous sont posées, comment on fait, entre autres, pour intéresser des jeunes de 16 ans à la politique, comment on fait pour rebâtir, pour moderniser l'idéal souverainiste. Alors, de quoi on doit s'inspirer si on a envie de l'engagement citoyen? Qu'est-ce que René Lévesque nous laisse, Pierre-Marc Johnson? D'abord, parce que c'est un homme qui avait du contenu sur le plan politique, sur le plan des politiques sociales, économiques. Il avait des choses intelligentes à dire et il le faisait d'une façon extraordinairement efficace. Et malgré le fait que la fin de la génération des années 80, c'est le début des communicateurs, puis des faiseurs d'images, puis des compacteurs d'impression, il n'était pas trop là-dedans, lui.
restait dans les choses pour lesquelles il était convaincu et il dialoguait de façon très franche avec le public. Et je pense qu'en plus des héritages de contenu, là, tu as un bilan législatif sans pareil, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel. Je dirais, moi, que c'est fait ce que doit, comme dit le devoir. Et lui, il était fait ce que doit. Il était conscient que l'État avait des responsabilités énormes et qu'il ne fallait pas perdre son temps quand on dirigeait l'État et qu'on avance. Et c'est ce qu'il a fait. Merci infiniment. Le sens de la responsabilité, j'entends ça. Martine Tremblay, qu'est-ce qui doit nous inspirer pour la suite? Pour la suite, moi, je veux dire, il y a une chose que j'ai retenue de René Lévesque qu'il disait souvent, c'est qu'il avait comme mantra qu'il fallait travailler sans relâche à garantir l'égalité des chances pour tous les citoyens dans la société. Et donc, je pense qu'il s'était fixé comme règle de ne rien faire qui pouvait nuire de quelque façon que ce soit à cette égalité des chances. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut rien faire dans une société, on ne peut rien faire de durable quand on est au pouvoir sans que la population comprenne ce qu'on veut et soit prête à nous suivre. Et moi, je pense que ce sont les deux choses qui, sur le plan des valeurs, en tout cas, restent très, très importantes aujourd'hui. Merci. Louise Arel? En fait, son intégrité, c'est un élément central, en fait. Le sentiment que la population devait avoir confiance et il y avait un sentiment d'honneur, c'est-à-dire. Et puis aussi, son souci des personnes laissées pour compte, des personnes vulnérables, son immense ouverture sur le monde et son rejet de toute xénophobie. Et j'ajouterais aussi, parce que France Alliot le dit, je trouvais ça vraiment intéressant dans le livre, parler au nous et non pas au je. Il parlait au nous. Voilà. Et un nous très inclusif. Ce nous n'était pas que son électorat. Ce nous, c'était l'ensemble des Québécois de toute origine. Merci, Pierre. On est vraiment, je pense, privilégiés. Vraiment privilégiés de vous avoir eu tous avec nous. Vous trois, Martine Tremblay, Pierre-Marc Johnson, Louise Arel, c'est vraiment, je pense, un moment magique que les Éditions de l'Homme nous ont permis de réaliser. C'est le moment où, normalement, on aurait levé notre verre, tout le monde ensemble, on aurait pu jaser encore un peu. On en aurait pris plus. Je vais vous dire qu'il y avait encore beaucoup de questions. J'espère que vous y trouverez certaines réponses dans le livre. Et Pierre, on se dit que, dans le fond, maintenant, le livre appartient à tous les lecteurs. Absolument, absolument. Alors, allons-y. Bravo. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Merci d'avoir contribué. Santé. Santé. Bravo, Marie, bravo, Pierre. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne soirée, tout le monde. Et le livre est disponible en librairie et en ligne. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette belle aventure qui va se poursuivre dans l'idéal de plein de jeunes qui vont avoir envie de peut-être prendre le collier puis de s'impliquer socialement puis de faire une différence. Merci infiniment. Bonne soirée. Merci. Voilà.